Ça fait un moment que vous me le réclamiez, et ça y est, on va enfin parler de cet antagoniste. Nous avions déjà évoqué les notions du doppelganger avec la némésis de Kit, Car alias Night Automatic Roving Robot, et cette fois-ci, on s'attaque à la némésis de Michael, ou devrais-je dire cette fois-ci, la version originale du descendant légitime de Wilton Knight. J'ai nommé Garth Knight. Michael Knight is a living, breathing insult to my existence. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'histoire du personnage dans la série, les enjeux autour de son existence, puis nous ferons une analyse complète de ce qu'a apporté le personnage à la série et ce qu'il aurait dû proposer scénaristiquement pour être le plus optimisé possible avec son véhicule de l'enfer, Goliath. Mais pour commencer, revenons à la genèse du personnage. Initialement, le personnage de Garth n'était absolument pas prévu pour intégrer la série. Wilton Knight étant représenté comme un homme qui a consacré sa vie à la fondation de la fondation. Lorsqu'il recueille Michael pour lui sauver la vie et faire de lui l'homme qui pouvait faire la différence, Wilton Knight donne à Michael un nouveau visage, et en l'occurrence son visage quand il était plus jeune selon Devon. Notons d'ailleurs qu'à ce moment, Devon ne fait nullement mention de Garth ou d'un quelconque fils qui pourrait ressembler au nouveau visage de Michael. Preuve irréfutable que l'écriture de Garth n'était absolument pas prévue à la base. L'idée de créer un antagoniste opposé à Michael arrive bien plus tard dans la série, Garth faisant sa première apparition pour le lancement de la saison 2 et de son premier épisode coupé en deux parties. Glenn Larson avait déjà eu l'idée de faire un antagoniste pour Kit, créant Car qui était son total opposé et comme nous l'avions stipulé plus tôt, son doppelganger. Et si vous voulez qu'on définisse ce mot, on le fait juste ici dans cette vidéo. Du coup, Glenn Larson suppose que ce serait intéressant de faire la même chose pour Michael, surtout qu'à l'époque c'était assez monnaie courante de créer ce genre de jumeaux maléfiques dans les séries. Et pour la création de cet antagoniste, Glenn Larson va sortir alors une de ses meilleures idées scénaristiques pour justifier de la présence d'un doppelganger pour Michael. Il décide alors de donner un fils légitime à Wilton Knight qui pourrait pour le coup avoir le visage initial qu'il donne à Michael Nang pour devenir Michael Knight. Poussant alors toute la complexité autour du sauvetage de Michael, et non pas de s'offrir une nouvelle jeunesse au travers de lui comme nous l'avions supposé, mais bel et bien un nouveau fils qui cette fois-ci pourrait partager toutes ses valeurs. Oui, car vous l'avez compris, Garth Knight était loin de partager les mêmes valeurs que son père. L'absence de Garth Knight s'explique par le fait que celui-ci est condamné à mort en Afrique, et va réussir à rejoindre les États-Unis 4 ans après son incarcération grâce à sa mère Elizabeth Knight, veuve de Wilton, qui par son statut et son influence va aider son fils à éviter toutes ses condamnations, soudoyant un haut fonctionnaire avec des baux sur des mines de diamants. Mais celui-ci va bien sûr être retrouvé mort dans des circonstances plutôt douteuses. Garth a la folie des grandeurs. Ayant un sentiment d'impunité face à ses crimes, possédant alors une grande surestime de lui, se considérant comme un être unique au monde. De par ce regard, il considère alors Michael comme une copie ratée de lui qui ne mérite pas d'être sur Terre, faisant alors de lui sa cible principale comme la vengeance ultime vis-à-vis de son père. Mais Garth ne va pas débarquer aux États-Unis sans avoir au préalable élaboré un plan. Afin de pouvoir conquérir ce qu'il considère lui revenir de droit, il met au point une stratégie pour s'emparer des missiles dans une installation gouvernementale appelée Red Bluff, qui se trouve au Nevada. Et pour arriver à ses fins, Garth est en train de créer son chef-d'œuvre, une arme qu'il intitule Goliath, un immense semi-remorque ayant la particularité de posséder la même coque moléculaire que Kit, faisant de son arme un véhicule indestructible. C'est d'ailleurs Elizabeth Knight qui va se charger de voler la formule de la coque moléculaire en droguant Devon qui connaissait une partie de la formule. La formule complète de la coque moléculaire étant alors répartie entre 3 personnes importantes, ce afin que personne ne connaisse la formule complète pour plus de sécurité. Kit et Goliath vont alors avoir leur premier affrontement qui va se solder en échec, Kit se retrouvant extrêmement endommagé pour la première fois. Cependant, la personnalité de Garth va bien évidemment lui jouer des tours. Michael provoquant son ego, l'amenant à commettre des erreurs, permettant à Michael de le capturer et de se faire passer pour lui le temps de mettre au point un moyen d'arrêter Goliath. Enfin, un nouvel affrontement va opposer Kit et Goliath qui, cette fois-ci, privilégie la stratégie, permettant alors de vaincre le poids lourd et d'arrêter Garth une bonne fois pour toutes. Donc ce double épisode est plutôt efficace et met pour la première fois à mal le duo entre Kit et Michael qui sent monter une tension palpable dans la mesure où Kit n'est plus aussi vulnérable qu'il l'était habituellement.
Cela amène quelque chose d'important dans l'évolution de la personnalité de Keith, qui prend conscience de sa vulnérabilité face à une situation exceptionnelle. À côté de ça, je dois dire que David Hasselhoff démontre cette fois-ci une panoplie de jeux d'acteurs, et on sent que celui-ci prend un certain plaisir à jouer cette fois les antagonistes mégalomanes. Mais à côté de ça, il est intéressant aussi de noter qu'on fait le choix de mettre la mère de Garth Knight comme acolyte de son garçon, et quelque part nous en dit long sur les relations familiales qu'avait Wilton Knight avec sa femme et ses enfants. On voit bien qu'il existe un contraste entre l'estime que Garth a pour sa mère et le mépris qu'il a pour son père. Elizabeth ne semblant finalement pas partager les ambitions et les valeurs de son mari, mais est-ce que ça a toujours été le cas ? On peut imaginer au vu de la personnalité de Wilton Knight que celui-ci, vouant sa vie à la fondation et à la conception de sa voiture, a dû forcément délaisser sa famille. Garth bien sûr qui grandit dans l'ombre d'un père qui ne lui porte pas l'intérêt qu'il désire, développant alors ce besoin de reconnaissance et nourrissant sa mégalomanie naissante. Et d'un autre côté, cette femme qui pourrait devenir invisible aux yeux de son mari et qui donc se concentre principalement sur l'éducation et sa relation avec ses enfants, principalement avec son fils. Mais je vous rassure, on parlera de Jennifer un peu plus tard. Garth et sa mère sont donc bien plus proches. Celle-ci voue sa vie à son fils à tel point qu'elle lui cède et pardonne tous les écarts de comportement qu'il pourrait avoir, témoin de sa noirceur, mais la masquant dans un nid d'amour maternel qui l'a conduit plus tard à l'appuyer dans ses ambitions terroristes et de le faire libérer de prison, et ce à n'importe quel prix. Nourrissant alors sa mégalomanie et démontrant alors que la bienveillance n'est pas forcément synonyme de bien-être. Mais l'histoire de Garth dans la série ne s'arrête pas là, dans la mesure où il va faire son retour en saison 2 sur l'épisode 18 et l'épisode 19 avec le retour de Goliath. Celui-ci va être aidé par Adrian Margot, qui va le faire s'évader de prison. Enfin, il tient tout de même à préciser que c'est grâce à Goliath et pas Adrian qu'il a réussi à être libre. Autrement dit, que c'est grâce à lui. Faisant finalement de Goliath une sorte d'extension de sa propre personne. Vous l'avez compris, l'existence de Goliath se pose principalement sur le complexe d'infériorité de Garth. En créant un camion immense, majestueux et indestructible, c'est lui qu'il cherche à rendre indestructible. Peut-être un autre complexe à combler, j'imagine. Une fois sorti, Garth n'a alors qu'une idée en tête, se venger de cette copie qui lui fait injure, développant alors une véritable obsession autour de Michael, devenu l'image de tout ce qu'il déteste chez lui et de ses propres faiblesses. De plus, Elizabeth Knight décède pendant l'incarcération de Garth, cultivant alors un peu plus son envie de vengeance. Et de son côté, Adrian développe également une obsession pour Michael, à quelques nuances près que celle-ci le voit comme l'homme idéal et considérant presque Garth comme un lot de consolation. Car pour rappel, Adrian Margot a déjà eu à faire face à la Fondation. Lorsque celle-ci manipule un jeune programmeur et réussit à voler le code de Keith, le séparant alors de la voiture pour y prendre totalement le contrôle. Garth va alors mettre au point un nouveau stratagème en faisant prisonnier dans un premier temps Devon et April. Adrian et Garth enlèvent alors le Dr Klaus Bergstrom, un brillant physicien pour le forcer à utiliser son génie à leur propre fin, le remplaçant alors par un sosie qui a subi une chirurgie afin de lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Et un élément important qui vient non seulement illustrer la mégalomanie de Garth, mais en plus sa dévotion à vouloir détruire et torturer Michael, il fait carrément apporter les briques qui ont servi pour sa cellule en Afrique. Et ainsi confectionner la prison qu'il réserve à Michael, il va d'ailleurs même faire venir les rats. Une symbolique de lui voler la vie qu'il aurait dû avoir et de lui offrir la sienne en échange, croupillant en prison. Et alors que Garth pense enfin avoir vaincu Michael, Devon et April, nos trois alliés arrivent à s'échapper, mettant alors Garth au pied du mur. Noyé dans son orgueil, il se lance dans un affrontement contre Michael et Keith au bord d'une falaise, une décision terrible qui cause définitivement sa perte, celui-ci plongeant avec le poids lourd dans l'océan. Et à nouveau, on démontre que la stratégie est plus importante que la puissance, dans la mesure où si l'affrontement était au corps à corps, Keith et Michael n'auraient eu aucune chance. Seulement, ils se sont basés sur les faiblesses de Garth, c'est-à-dire sa mégalomanie. Oui, je sais, je me répète un petit peu. La représentation parfaite et non moins subtile de la légende de David et Goliath, David réussissant à vaincre Goliath en jouant également de stratégie avec sa fronde. Donc si on veut comprendre un peu plus la psychologie de Garth, il faut prendre en compte le fait que Wilton choisit de s'offrir un nouveau fils avec Michael, lui offrant le visage de Garth. Une manière de se l'approprier, comme si il remplaçait totalement son fils qu'il a renié pour enfin construire le fils qu'il aurait dû avoir.
Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'excuser tous les crimes de Garth, mais juste de pouvoir comprendre un petit peu sa mégalomanie et ce que représente littéralement Michael à ses yeux. On peut sans doute comprendre aussi qu'il a évolué avec un père qui a sûrement éduqué son fils uniquement par le prisme de son propre rêve, délaissant ainsi l'aspect affectif qu'un enfant pourrait rechercher auprès de son père, ce qui aurait pu favoriser la mégalomanie du garçon, et ce besoin primordial pour lui d'être considéré comme dangereux et le meilleur de sa catégorie. Donc Wilton Knight, par son potentiel laxisme de sa paternité, est sûrement en partie à l'origine de la mégalomanie de Garth. Et revenons un peu sur Jennifer Knight, la fille de Wilton et sœur de Garth. Celle-ci a dans un premier temps des appréhensions à l'égard de Michael, ce qui nous donne un indice sur le mal que son frère Garth a pu faire à leur famille pour ses choix de vie. De la même manière d'ailleurs que Michael se méfie de Jennifer, sachant que la descendance de Wilton, de par les méfaits de Garth, a prouvé son manque de loyauté pour l'héritage de leur père. Donc Jennifer Knight se trouve dans une posture où elle doit accepter le fait que son père ne lui ait pas suffisamment fait confiance pour avoir besoin de se créer un nouveau fils, mais en plus de ça, elle doit se limiter à ne pas projeter toute la haine qu'elle peut avoir vis-à-vis de son frère sur Michael jusqu'à complètement l'empêcher d'intervenir en saison 4. D'ailleurs, notons un élément intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, Garth Knight appelle Michael « mon frère ». My brother. Et cela explique les attitudes de Garth qui pouvait traiter Michael avec la jalousie du complexe que l'on pourrait appeler l'enfant préféré. Là où des parents peuvent largement être démonstratifs quant à la préférence qu'ils peuvent avoir pour l'un de leurs enfants, nourrissant alors chez le fils rejeté un profond sentiment de jalousie. Et on peut faire également un parallèle avec la relation que Garth entretient avec Adrienne Margot, dans la mesure où celle-ci ne masque quasiment pas l'obsession qu'elle développe pour Michael, marquant un rejet supplémentaire pour Garth qui, une fois de plus, se voit surpassé de loin par son rival. Alors que Garth considère qu'il possède Adrienne, qu'elle est à lui, minimisant son implication dans son évasion, et l'attrape comme un morceau de viande lors de son arrivée dans la villa. Geste qui n'est en aucun cas une démonstration d'affection à l'égard d'Adrienne, mais juste du pouvoir. Celle-ci n'hésite d'ailleurs pas à titiller l'ego de Garth, lui indiquant qu'elle ne peut se contenter d'une copie si elle peut avoir l'original. Celui-ci obligé alors de rappeler à Adrienne que c'est Michael la copie et que c'est lui l'original. Et d'une certaine manière, sur le papier, c'est Garth qui a raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que ce personnage aurait dû avoir plus de développement et qu'il aurait même pu apparaître soit en saison 3, soit en saison 4, et voilà ce que j'aurais proposé. Garth aurait pu trouver une pirouette scénaristique pour revenir dans la dernière saison. Dans la mesure où Carl l'avait fait de manière un peu random dans la saison 3, cela aurait dû être plus facile pour Garth de revenir, dans la mesure où la règle certaine de chaque histoire c'est « pas de corps, pas de mort ». D'ailleurs, souvenez-vous du retour de Carl. Les scénaristes s'étaient laissé une porte ouverte à la fin de l'épisode en laissant le processeur de Carl encore actif après son affrontement avec Kit. Une manière de ne pas reproduire la même erreur qu'en saison 1 et pouvoir mieux justifier un potentiel retour de la voiture qui ne va finalement jamais avoir lieu. D'ailleurs, dans la vidéo sur Carl, nous avions déjà évoqué les jeux sur PS2 et l'association de Garth avec le processeur, formant un duo d'antagonistes parfait à mon sens et pour le coup du fanservice pur et dur qui aurait pu largement fonctionner dans la série. Mais personnellement, je vous avoue que je serais allé encore plus loin. Dans la mesure où la carrosserie de Carl s'est totalement désintégrée, il aurait été incroyable de voir Garth récupérer le processeur de Carl et de l'intégrer directement à la cuirasse de Goliath. Imaginez un peu l'affrontement de dingue qu'on aurait pu avoir si Carl était dans la cuirasse de Goliath face à Kit. Une idée qui aurait pu offrir un beau climax pour terminer la série avec panache. Vous savez, on dit souvent qu'une bonne histoire ne se base pas sur les bons protagonistes ou sur les bons héros, mais plutôt sur les bons méchants et les bons antagonistes. Et d'ailleurs, K2000 en est la preuve. Carl est pour moi le meilleur antagoniste de la série. Mais Garth a su également insuffler des enjeux importants, de la tension palpable avec son terrible Goliath, lui offrant une écriture cohérente et de qualité, avec un David Hasselhoff qui a su donner vie à cette némésis en arrivant à faire oublier qu'il était à la base le héros de cette série. Finalement, si on devait faire un reproche à ce personnage, c'est l'utilisation qu'on en a fait dans la série, n'apparaissant finalement que pour la deuxième saison, ayant un double épisode qui arrive très rapidement par rapport à son introduction en ouverture de saison 2. Donc je pense qu'il aurait fallu élargir le scénario et ne pas offrir tout de suite le retour de Garth, ou tout du moins le faire revenir plus tard, avant d'offrir à Kit et Michael un nouvel affrontement. Voire, comme je le disais en théorie, le faire revenir en saison 4 dans le final de la série, pour non seulement offrir une belle conclusion à K2000, mais en plus iconiser un peu plus et graver dans le marbre l'importance et l'influence qu'a eu ce personnage. Et vous alors, plutôt Carl ou plutôt Garth avec Goliath? Je vous laisse me répondre dans les commentaires.
Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre au soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.